Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 février 2022. Une journée d'accalmie, quand même avec son lot d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, on a plus respiré, hein, on s'est plus détendu. Et les nouvelles, quoique, quoiqu'elles ne sont pas bonnes, nous ont quand même offert quelques répits. Alors je tiens à remercier aussi Anthony et Michael pour leurs bons mots d'encouragement. Euh, et en lisant, oui, c'est vrai que je reçois toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion les courriels, comme on dit au Québec, ou les mails, comme on dit en France, que vous m'envoyez suite à vos commentaires, suite à mes capsules vidéo. Je les reçois avec beaucoup de plaisir et Anthony me faisait remarquer qu'au fond, oui, j'avais peut-être une certaine difficulté avec l'autorité, l'autorité, n'est-ce pas, horizontale. Et c'est vrai, je ne souhaiterais pas être une figure d'autorité, je souhaiterais être une figure de solidarité, en fait, de partage. Et d'être capable d'imaginer, bon, j'ai cru comprendre, Anthony, que tu vivais à Paris. Je sais que Michael, lui, vit en Auvergne. Je sais que Michel, lui, vit à Saint-Laurent-les-Arbres, près d'Avignon. Saint-Laurent-les-Arbres. Quel nom extraordinaire. Et au fond, nous sommes un petit groupe. Et c'est peut-être ça qui fait que, j'aurais envie de dire, si on était très nombreux, eh ben, je pense qu'on aurait moins de plaisir à être là. Et assurément, je ne. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que des gens très bien intentionnés m'ont donné des conseils, des trucs, des astuces, comment, comment augmenter sa zone d'influence, devenir un influenceur, si vous préférez. Et j'ai entendu que pour être un influenceur, pour être considéré comme tel, ça prenait 10 000 abonnés ou 10 000 followers. Alors, déjà 10 000, ça m'apparaît extrêmement considérable. Bon, ceci étant dit, je vous remercie d'être là. Aussi, ça c'est l'incroyable miracle, merveille de l'Internet. Il y a 1 heure environ à la librairie, 1 heure, il y a un peu avant la fermeture de la librairie, j'ai reçu un coup de fil d'une jeune femme qui vit à Montréal et qui est professeure dans un collège de Montréal, qui me disait qu'elle avait reçu elle-même un coup de fil de son ami qui a reçu un coup de fil de France, de la fille de Jacques Marais. Jacques Marais, créateur des feuillets inutiles, vidéo à laquelle j'ai consacré un petit clip, une petite capsule. Alors donc, et cette jeune femme me demandait mon courriel afin de le transmettre à la fille de Jacques Marais qui souhaitait m'écrire. Alors j'ai dit à la jeune femme en question, puis évidemment je lui ai donné, ça m'a fait plaisir, et qu'elle n'hésitait pas à m'écrire une longue lettre, en fait, ou une lettre en tout cas, pour que je lirai ici sur ma chaîne YouTube, afin que tous nous en sachions davantage sur Jacques Marais. Le peintre Jacques Marais, poète alors, et créateur donc des feuillets inutiles. C'est ce qu'on appelle l'intelligence connectée. Et ça me plaît bien, ce partage, là. Ça me plaît beaucoup en fait. Et je racontais à François, qui se reconnaîtra et qui m'a rendu visite aujourd'hui à ma librairie, que tout au long des 30 ans de ma pratique de libraire, eh ben j'étais les lecteurs m'ont formé, les lecteurs euh, in vivo, hein, des lecteurs fréquentant mon échoppe, m'ont suggéré des pistes de lecture. Il y a mon ami l'Oracle qui me manque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Si jamais il écoute les vidéos, les conversations qu'on a eues, lui et moi,
son point de vue, parfois iconoclaste, parfois complètement à côté de la plaque, mais toujours intéressant, hors norme. Hein. Il ne s'agit pas d'être juste, au fond, n'est-ce pas? Il s'agit d'être audacieux, il s'agit d'être critique dans ses... créatif dans ses propositions. Alors aujourd'hui, je vais me livrer avec vous à une petite expérience qui est à la fois littéraire, à la fois poétique, mais assurément, je pense qu'il pourrait être intéressante. Vous savez, dans les livres, on trouve toutes sortes de traces de vie. Il n'y a pas beaucoup d'objets dans notre quotidienneté où on peut retrouver la trace d'un autre être humain. Les meubles, à moins qu'on y ait gravé quelque chose, qu'on y ait gravé quelque chose, peuvent dire oui un certain nombre de choses. Mais regardez autour de vous les objets qui vous entourent et aucun d'entre eux ne détient des secrets. Votre ordinateur, le disque dur, si quelqu'un a accès à votre disque dur, il va sans dire qu'il va savoir beaucoup de choses sur vous. Mais le disque dur, si vous y faites attention et si vous protégez vos données parce que vous avez un code d'accès difficile à déverrouiller, vous pouvez faire de votre ordinateur un objet relativement opaque. Votre grille-pain ne révélera rien sur vous, à moins de se livrer à une étude très très fouillée des miettes de pain, mais ça m'étonnerait que c'est quelconque intérêt. Peut-être pour un anthropologue venu de l'espace, ne sait-on jamais. Mais les seuls objets qui peuvent contenir quelque chose, des traces de vie, ce sont les livres. Alors, régulièrement, étant donné que je suis un libraire d'occasion et d'ancien, je retrouve, selon les livres neufs sont exempts de toute trace extérieure de vie. Alors, je retrouve donc régulièrement des artefacts, des tickets de métro, des photos, des cartes postales. J'ai dit parfois de l'argent, des découpures de publicité, des poèmes manuscrits et parfois des lettres. Et c'est un bel endroit, un livre, pour y truffer une lettre d'amour ou une lettre d'état d'âme ou encore certains lecteurs assez studieux qui prennent des notes et qui n'osent pas annoter l'exemplaire du livre, glissent à l'intérieur de ce même livre des notes qu'ils auront prélevées. Mais parfois, on y trouve des lettres, vous disais-je. Et ce soir, je vais me livrer un étonnant exercice. Je vais vous lire la lettre. Et dans cette lettre-là, j'ai voulu vous montrer le livre. Je ne l'ai pas retrouvé dans la librairie. Ce sont des poèmes de Yeats, parus au Mercure de France, traduits et préfacés par Yves Bonnefoy. Alors, j'aurais aimé vous montrer le livre, mais je ne le trouve pas. Peut-être a-t-il été vendu aussi, mais je ne sais trop. Et dans ce livre de Yeats, ça va être la seule chose où je vais y revenir. Et dans ce livre de Yeats, donc, j'ai trouvé des photos d'une dame. J'ai trouvé des cartes de vœux, une enveloppe vide et une longue lettre tapée à la dactylo je l'ai parcourue très vitement. Il y a des choses plus ou moins intéressantes, mais il y a des choses assez étonnantes. Alors, l'exercice auquel je vais me livrer, c'est que je vais vous lire la lettre, mais toute trace de trop reconnaissable, je vais les gommer. Je vais les reconnaissables, le nom de la personne, le prénom de la personne, les lieux d'où elle a écrit la lettre. Ce que je vais vous dire simplement, c'est que c'est une femme. Alors ça, je vais vous dire ça.
les prénoms mentionnés dans la lettre vont être changés. Alors, d'un vrai document anthropologique, on va faire une œuvre de fiction, en quelque sorte. Une œuvre de fiction qui va être à la fois vraie, parce que ça va s'appuyer sur un vrai témoignage de quelqu'un, mais oblitéré, transformé, magnifié peut-être, mais où je vais conserver les éléments les plus incongrus. Et il y en a, en tout cas, il y en a un qui m'a frappé, et sans doute, vous aurez la même réaction que moi. Alors, je commence. Alors, je la découvre en même temps que vous, cette lettre. Alors, il faut commencer. On va essayer je vais essayer d'être... en fait, je vais dissimuler toutes les traces, mais de rendre quand même le truc vraisemblable. Par exemple, si l'autrice de cette lettre écrit à partir d'un voyage qu'elle a fait en Amérique du Sud, disons, je ne la ferai pas voyager en Asie. Alors, ça va rester quand même en Amérique du Sud. Si elle a écrit sa lettre, disons, à partir d'une province du Canada, ça va rester une province du Canada, mais pas la province d'origine. Saskatchewan, le 23 février 1989. Encore un janvier de passé. Janvier, c'est le mois où je suis né. Je suis du signe du Verseau et on me dit que dès cette année, les Verseaux n'ont plus de soucis à se faire. Le ciel leur sourit. Il faut croire que c'est vrai car non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres Verseaux que je connais, la vie prend un nouveau tour. Les nuages se dissipent et pour les enragés, surtout les enragés de justice, les enragés d'indépendance, les enragés d'absolu, la bataille semble se calmer. Le but semble proche. Pour quelques-uns d'entre eux, il semble même atteint. D'autres m'ont laissé entendre qu'ils en avaient marre et qu'ils allaient se laisser aller à l'embourgeoisement. Ils commencent à spéculer à la bourse, à acheter des maisons, à exiger que leurs ex-époux leur donnent des sommes considérables, celles-là même qu'ils n'ont pu exiger il y a 20 ans à cause des lois, révoquées depuis, stupides et injustes. Les ex-époux se sentant coupables depuis, belle lurette, s'inclinent. Remarque, ils ne perdent pas grand-chose à ce jeu, étant 10 fois plus riches, près de la soixantaine, que les épouses ex-enragées, et la vie continue. Oui, l'embourgeoisement, hein, vous avez vu? Oui, l'embourgeoisement. L'embourgeoisement, en fait, c'est à moins d'une grande force intellectuelle, c'est presque la mort de l'esprit. Par contre, la misère, elle, est également fatale. Alors, faut arriver à cette espèce de neutre, où le désir d'accumulation et d'expansion est jugulé, tout en évitant la précarité qui fait que l'argent est une obsession permanente. L'année dernière, j'étais ce qu'on appelle ici pigiste, c'est-à-dire que je travaillais à contrat. Je faisais surtout des révisions pour le gouvernement, divers ministères. Parfois, je faisais du travail d'édition, par exemple, pour les presses de l'Université du Manitoba. J'étais pigiste depuis plusieurs années, et j'en avais assez, surtout que ce n'était plus aussi facile qu'au début des années 80 de décrocher de gros contrats. Je me suis dit que si mon revenu n'avait pas grand chance d'augmenter, autant aller me chercher un emploi de rond de cuir, pépère, où je gagnerais à peu près la même chose qu'avant la déduction des impôts. Comme ça, je n'aurais plus besoin d'engager un comptable futé pour m'organiser ma déclaration d'impôt. Plus besoin de calculer des dépenses, auto, chauffage, hypothèque, restaurant, etc., déductible de l'impôt. Plus besoin de toute cette gymnastique, le repos, On s'embourgeoise définitivement.
Et je me suis trouvé un emploi au Musée des Beaux-Arts du Canada. J'y avais déjà travaillé 9 mois en 87 et ça m'avait plu. C'était dans la section des publications. Maintenant, je suis aux communications, relations publiques. Je rédige des communiqués. Je révise le programme des activités du musée qui paraît 6 fois par an. Je rédige des lettres et je remanie les discours de la directrice du musée quand elle les donne en français. J'adore travailler au musée à cause des collègues, à cause de l'ambiance. Il y a une grande proportion d'excentriques, d'artistes à temps partiel, des numéros qui y travaillent, et aussi une grande quantité de gens terriblement capables. Nous avons une librairie au musée où j'ai 20% de rabais en tant qu'employé. Ce n'est pas négligeable. Et puis je peux faire entrer gratuitement jusqu'à 10 amis à la fois, car le musée est payant, sauf le jeudi. Il y a des films, il y a des vidéos, il y a des concerts auxquels je peux assister gratuitement. Mais ce qui me ravit le plus, c'est de travailler et d'avoir libre accès à comment me sortir de ce zeugme dans un bâtiment aussi extraordinaire que ce musée conçu par l'architecte. Un petit juif bien tranquille et intense à la fois. Et construit en béton et en verre, oui, c'est vrai que sa phrase est bancale, et en verre et en granit rose de Tadoussac du nord du Québec. Au bord de notre rivière des Outaouais, face au bâtiment du Parlement sur la colline, de l'autre côté du canal Rideau, ouais, on aura compris que ça ne se déroule pas au Manitoba. Bon, ben voilà. Ouais, décidément. L'intérieur de ce musée me rappelle le temple de Karnak en Égypte, tellement il est grandiose et aéré. Quand je m'y promène, ça me fait un effet extraordinaire. Les grands murs de verre, le toit tout en verre de la rotonde vous donne l'impression que vous êtes à l'extérieur et en même temps, vous sentez que vous êtes bien à l'abri du froid de l'hiver et le soleil brille et vous chauffe. Samedi dernier, c'était donc mon 59e anniversaire. Mes enfants sont venus passer la fin de semaine chez moi. Ce sont Jules et sa femme Ingrid. Ils se sont mariés le 1er juillet 1988. Et Karina et son amie Von, qu'elle a rencontrée peu avant Noël. Ingrid sont comme 2 enfants pour moi, de sorte et Yvonne sont comme 2 enfants pour moi, de sorte que je n'ai plus un fils et une fille, mais 2 fils et 2 filles. Je suis venu seul au Canada, maintenant nous sommes 5 naturellement. Il y avait Hassan, ce qui en fait 6, et sa bonne amie Dierd, ce qui en fait 7. Non, il n'y a pas de bonne amie à moi. Ce serait bien, ça ferait 8, un nombre pair. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais je mise sur les mauvais chevaux. Ce qui fait que je vis seul avec ma chatte dans une petite maison très mignonne qui a au moins 100 ans dans un quartier tranquille dans l'ouest. J'ai un petit jardin devant, un jardin un peu plus grand derrière, une allée et un garage. La maison a un toit pointu, 3 chambres et une salle de bain à l'étage. Un salon, salle à manger au rez-de-chaussée ainsi qu'une grande cuisine et une arrière-boutique, comme je l'appelle, où je repasse et garde toutes sortes de choses qui ne trouvent pas de place dans la maison proprement dite. La cave est humide et peu accueillante. Elle abrite la fournaise, le chauffe-eau, mes skis, mes bocaux à confiture, des boîtes, bref, tout ce qui ne moisit pas et ne rouille pas. Je n'y vais pratiquement jamais. Le garage me sert de remise. J'y mets des meubles, des habits, des journaux, des outils, la tondeuse, les poubelles, mais jamais la voiture. Celle-ci serait bien embêtée si je la mettais au garage. C'est une Rabbit diesel. Je crois qu'en Europe, elle s'appelle Golf.
et n'a pas l'habitude de se faire gâter. Néanmoins, elle est dotée d'un chauffe-moteur, block heater, et, et je la branche quand la température tombe sous les -10. J'ai un gros câble pour ça. La prise est à l'extérieur. Cet hiver, il neige souvent et abondamment. Après chaque chute de neige, je travaille au moins 2 heures pour déblayer mon entrée avec une grande pelle qu'on ne soulève pas. On la pousse devant le sol et la vide sur un tas au fond du jardin ou sur le côté de l'entrée du garage dans la rue. L'hiver dernier, j'ai déblayé exactement 3 fois. Extraordinaire. Le mois de décembre 88 a été un record. Il n'a pas aussi fait froid à Ottawa depuis 100 ans, dit-on. Heureusement que je n'étais pas là. J'étais au Mexique. Une de mes amies est venue planter dans ma maison pendant ce temps. Habiter dans ma maison pendant ce temps pour s'occuper de mon chat et de mes plantes. J'ai logé à San Bernardo chez une amie, la spécialiste des orangs-outans. Elle avait un jeune orang-outan en Californie auquel elle apprenait à parler avec le langage par signes, mais il est mort d'un accident. Le gouvernement mexicain lui a promis un terrain pour y établir une station de recherche sur les animaux et un sanctuaire pour animaux en danger, malades ou incapables de retourner dans leur habitat après avoir été en captivité. Alors, elle a déménagé de où elle est restée 10 ans sans accomplir grand-chose. Elle a déménagé avec sa vieille mère, qui a eu 100 ans en septembre dernier, un chat siamois et 4 chiens afghans, en plus de tout son ménage, sauf les meubles. La mère est toujours couchée à présent, ne se rappelle plus de rien, voit mal et est devenue presque totalement sourde. Mais c'est ma grande amie et on a passé quelques très bons moments ensemble. Elle se souvenait de moi, même si elle avait oublié mon nom, et que nous étions connus en Suisse il y a 20 ans. X a loué une villa à San Bernardo et je rayonnais de là. J'y étais sur les 2 côtes, me baigner dans les 2 océans. Du côté Pacifique, j'ai été à la réserve Manuel, où il y a des plages magnifiques de sable doré, et sur la côte de l'Atlantique, où j'ai pris le bateau qui remonte du canal, qui est parallèle à la côte, tenant lieu de route. Il mène au Parc Nation, où j'ai passé 2 nuits dans une loge très confortable. On nous servait des repas somptueux dans une grande salle dont les murs étaient surtout en moustiquaire, les moustiques étant féroces, et dont le plafond était garni de ventilateurs, soit des hélices qui tournent lentement. Le climat était plutôt tropical sur la côte. On construit beaucoup avec du beau bois et les artisans sont habiles. Toutes les portes dans les maisons et les appartements sont en bois franc, ce qu'on ne voit plus ici au Canada. J'ai beaucoup aimé les Mexicains. Ce sont des gens très civilisés, discrets, serviables et polis. Ils adorent la musique et se mettent à danser dès qu'ils en entendent. Ils sont très catholiques. On fait 10 jours fériés religieux par an au pays et il y a plein de bébés partout, comme en Inde. Leur niveau de vie est assez élevé, mais je crois que la vie est chère pour eux. Ils ont une très grosse dette nationale et n'arrivent pas très bien à la rembourser, ce qui fait que tout ce qui vient de l'extérieur est taxé à 100%. J'ai apporté à mon ami un grille-pain et un malaxeur électrique, mais je n'ai pas eu à payer car juste avant que je passe devant le douanier, ils ont fermé boutique, épuisés. J'avais fait la queue pendant 2 heures et demie, mais ça avait valu la peine. C'est ce jour-là, 3 jumbo jets sont arrivés en même temps. C'était le 30 novembre et les Mexicains vont à Miami faire leurs emplettes de Noël. C'était un vrai capharnaüm, cet aéroport. On m'a assuré que ça n'arrivait que rarement.
Étant donné que je sais l'espagnol, et mon ami aussi, nous avons fait la connaissance de plusieurs personnes de San Bernardo. J'ai accompagné toute une journée une jeune femme qui fait le commerce d'œuvres d'art, visité un peintre et un sculpteur avec un de ses clients. Cette femme nous a été présentée par son frère, un jeune agent de voyage, qui nous a organisé une excursion d'une journée au volcan dans le nord du pays. Il était ravi de pouvoir faire ça pour nous, et ça nous a coûté moins cher que si nous avions passé par une agence, car il est photographe et n'avait pas souvent l'occasion d'aller photographier de beaux paysages n'ayant pas de voiture. Pendant ce temps, sa sœur gardait la mer tout en s'occupant de sa correspondance de Noël. La veille de Noël, nous avons été invités chez l'infirmière qui vient 2 fois par semaine pour donner un bain à Fanny. Elle et sa sœur, les 2 vieilles filles, nous ont servi des spécialités de Noël et après nous avons été à la messe de Noël. Dans le quartier, tout le monde chantait. Il y avait un chœur, un organiste et un guitariste même. La crèche grandeur nature était en bois sculpté. À la fin de la messe, on se serrait tous la main pour se souhaiter bon Noël et bonne nouvelle année. J'ai été très touché par toute cette chaleur humaine. Et puis, il y avait la bonne, Hilda, qui venait tous les jours faire la lessive, le ménage, la cuisine, et qui s'occupait beaucoup de Fanny, lui donnant à manger et écoutant ses longs bavardages qu'elle ne comprenait pas naturellement. Fanny comprend l'espagnol, il paraît qu'elle l'a très bien su il y a longtemps. Hilda habitait à côté et je lui ai donné plusieurs affaires dont je ne voulais plus, des robes et un pantalon d'été. Les parents, Hilda, sont bons et chaleureux. La mère m'a donné à goûter des choses qu'on mange seulement à Noël. A 4 chiens afghans, une des chiennes était enceinte et a eu 11 petits fin janvier, que je promenais tous les jours dans le quartier. Les gens s'arrêtaient pour les admirer. Ah, que lindo esto perro, disait-il. Je les promenais un à la fois. Le jardin était plein de roses. Le climat à San Bernardo est excellent, car la ville est sur un haut plateau. La saison sèche venait de commencer et tout était vert. Les arbres et les arbustes et les arbres fleurissaient. J'ai envie d'aller m'établir dans ce pays. C'est parfaitement possible, à condition que je fasse du commerce, d'artisanat probablement. Dès que aura trouvé son terrain, je pourrai la rejoindre et faire partir mon affaire. Je ne veux pas travailler avec elle, car les grands singes ne m'intéressent pas, ni la conservation, etc. Et puis nous sommes trop différentes, surtout en ce qui concerne la façon de travailler et de s'organiser. Elle a un caractère en or, mais pas moi. C'est que pour dire la vérité, je m'ennuie au Canada. De plus, je supporte de moins en moins l'hiver. Ce n'est pas que j'ai froid, non. Il m'ennuie. Je ne patine pas. Le ski de fond m'a amusé pendant quelques saisons. Maintenant, il n'y a que la raquette qui me plaît encore. Il est donc temps d'aller voir d'autres climats. Écoutez, vous avez compris, j'aurais espéré, parce que l'ayant rapidement parcouru, j'aurais aimé qu'il soit question davantage de ces orangs-outans. Alors oui, une spécialiste des orangs-outans qui leur apprend le langage des signes. Alors la vie est tellement surprenante. Tout ça, cette expérience d'orang-outan dans un recueil de poésie de Yeats, préfacé et traduit par Yves Bonnefoy. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre Yeats et les orangs-outans? Je ne sais pas. Mais voyez, dans cette toute petite lettre de 3 pages, j'ai essayé de biffer, mais à un moment donné, sans doute, vous avez remarqué que je me suis trompé à la fois dans les noms et dans les lieux. Il y a tout pour faire un roman, hein, vous avez compris. Cette femme qui approche de la soixantaine, qui vit de manière assez pauvre, hein, de contrat en contrat, qui n'a pas d'amoureux dans sa vie, qui souhaiterait en avoir un, qui souhaiterait avoir de la compagnie, qui voyage, qui... cette lettre a été écrite il y a près de 35 ans. Alors faites le calcul, elle a été écrite il y a 60 ans. La dame en question aurait
Elle aurait plus près de 95 ans, sinon davantage. Fort à parier qu'elle n'est plus de ce monde, et probablement plus son ami qui enseignait les signes à des orang-outans. Mais la quête, toute la quête de sens est dans cette lettre. Alors, il y aurait de quoi faire un roman. La femme qui s'est... en fait, vous avez compris aussi qu'elle était sans doute divorcée, que ses amis autour d'elle, près de la soixantaine, ou s'approchant, ou ayant atteint la soixantaine, s'étaient embourgeoisés. Elle a de la difficulté, peut-être était-elle immigrante, a eu de la difficulté à s'adapter à ce pays, le Canada, qui est un pays assez ennuyeux, il faut bien le dire. Vaste et glacé, mais pour qui a été pris de blancheur, parce que, ou qui est atteint de graves blessures émotionnelles. Le froid et la blancheur guérit. Alors, vous pouvez imaginer si vous avez beaucoup souffert dans votre vie, vous avez beaucoup souffert par, disons, les membres de votre famille, parce que la famille, ça peut faire énormément souffrir, et que vous avez envie de tourner la page, et vous avez envie de vous régénérer, eh bien, le Canada est un pays tout désigné pour ça. Parce que on met de la glace sur les blessures vives. Hein? On met de la glace et le blanc repose de la luxuriance. Le blanc est un apaisement. La banquise est un apaisement. Alors, j'aurais aimé davantage en savoir sur les orang-outans, sans doute vous aussi. Mais il y a quelque chose de touchant là-dedans. Une femme éprise de culture, évidemment. Vous avez compris aussi que se donner la peine d'écrire à la dactylo. Et elle s'adressait à quelqu'un aussi, son destinataire, que je connais. Quelqu'un d'assez important dans le monde universitaire. Je terre évidemment le nom du destinataire. Mais on sent, elle veut. Il y a un désir évidemment d'écriture, vous l'avez deviné. Elle veut retenir l'attention de son destinataire. Elle veut le toucher peut-être aussi. Peut-être était-elle, parce qu'on ne sait pas à qui exactement à qui cette lettre. Est-ce que ça s'adressait à l'époux? Est-ce que ça s'adressait à la femme du destinataire? Je ne sais trop. C'est pas clair ici. Mais vous avez compris l'essence du truc. Alors, ça va être ça le titre de la vidéo. Yeats et les orang-outans. Hein? Il y aurait sans doute des rapprochements à faire là-dessus. Alors, c'est ça. Ça, c'est une trace de vie. Hein? Dans un livre, on retrouve ça. Là, on a toute une vie qui s'ouvre devant nous. On a toute une vie qui se déploie avec ses attentes, avec ses désirs, avec des illusions qu'on peut deviner. Est-ce que on part en affaires dans l'artisanat à 60 ans? Il y a comme un désir de faire... Il y a ce désir-là de faire quelque chose de ses mains aussi, de proposer des objets qu'on fabrique et qui, sans doute, nous rapportera pas assez d'argent, ou en tout cas très très peu, pour vivre. Et l'amour qu'on attend, ça, vous comprenez? Elle dit qu'elle parie toujours sur le mauvais cheval. Ben, c'est ça aussi. Ça veut dire quoi, parier sur le mauvais cheval? Comment en arrivons-nous toujours à des mécanismes de répétition, à des patterns? Il y a ça dans nos vies, hein? On refait les mêmes erreurs. Ou en fait, jusqu'à temps peut-être qu'on ait atteint un niveau de conscience nous permettant de réaliser les nœuds qu'il y a dans une existence. C'est pour ça que l'introspection, l'analyse aussi, la psychanalyse, ce désir furieux qu'on retrouve chez nos contemporains, de se débarrasser de ça. Et juste ce retour sur soi, obligatoire,
pour éviter de retomber toujours dans les mêmes pièges. Alors elle tombe toujours sur le mauvais cheval. Et elle part rejoindre son ami qui apprend à parler au orang-outan. Orang-outan, notre frère humain. Ben voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. J'ose vous dire à demain. Parce que je reprends goût, là, puis je vous sais là, ma poignée d'amis, alors ça me réjouit. J'ai pas envie de vous refaire le coup de disparaître, mais le travail m'a... Maudit travail. Hein. Faut pas que le travail occupe trop d'importance dans une vie. Même si c'est pratiquement c'est la fameuse phrase de Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Mais le travail, lui, est un radeau. Mais il ne faut pas se retrouver non plus dans la situation où on a de l'air d'être en train de crever de soif sur le radeau de la Méduse. C'est pas mieux non plus. Vaut mieux peut-être sombrer corps et âme plutôt que d'agoniser au milieu de nos frères et sœurs d'infortune. Merci.